Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. Après la pluie torrentielle dans la nuit d'hier sur la capitale guinéenne, Conakry s'est réveillée avec des morts dans la commune de Matoto. Les rideaux sont tombés hier vendredi sur la 38e édition du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Le président Alpha Condé s'est engagé en faveur des candidats non-voyants. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ouganda et le Kenya se disputent la maternité d'une petite île de 2000 m² sur le lac Victoria? Les explications, c'est dans ce journal. Au total, 6 bâtiments et des pertes en vue humaine, c'est le bilan de l'inondation provoquée par la pluie dans la nuit du vendredi à Dabondi 3 dans la commune de Matoto. Cette inondation vient mettre en nu la problématique de l'insalubrité à Conakry. Aliou Kamara et Ibrahim Apey Kamara ont fait un tour dans les familles sinistrées et suivaient. La consternation, désolation et l'émotion se lisaient sur le visage des victimes. Ce sont plusieurs maisons qui sont démolies par cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur Conakry ce vendredi. Un cauchemar que cette mère de famille explique avec douleur. Dès que nous sommes rentrés dans la maison, l'eau a cassé le mur. J'avais mon enfant en main. C'est là qu'il a brusquement tiré sa main. En ce temps, elle cherchait à sauver son petit frère. J'ai vu l'eau taper mon enfant contre le mur. C'est ainsi qu'elle a commencé à pleurer en me disant « Maman, je vais mourir aujourd'hui ». Quatre personnes sont aujourd'hui sous la terre, toutes parties sous l'effet d'une inondation inattendue. Le père de famille qui a perdu ses enfants est sous le choc. L'eau a inondé notre maison dans les environs de 1 h du matin. On voulait ouvrir la porte, mais nous n'avons pas pu. J'ai perdu 4 de mes enfants et un enfant de nos voisins. Ils sont tous morts. On a vu les 4 corps. Il y a un corps qui est porté disparu. Cette inondation a ravagé des maisons entières. Plusieurs blessés sont à dénombrer. C'était hier à 0 h. J'étais ici dans mon chambre là-bas. L'eau vient. Maintenant, il vient avec le vent quoi. L'eau coulait jusqu'à par là. Jusqu'à par là. En ouvrant la porte ne peut pas ouvrir. J'ai monté sur ma chaise là-bas et j'ai caché le mur. À l'orée des grandes pluies à Conakry, les habitants se posent plusieurs questions sur ce qui pourrait arriver. La famille Sidla, elle, se trouve touchée par cette catastrophe causée par l'eau. C'était plutôt un élément signé Aliou Diallo, présent sur les lieux de gouverneur de la ville en compagnie du maire de la commune de Matoto ont annoncé des mesures drastiques en vue d'éviter un autre drame similaire. Suivez. Comme vous l'avez constaté, nous venons de voir avec le maire la situation qui a prévalu depuis hier nuit. C'est vraiment regrettable. Mais nous sommes en partie responsables de ce qui est arrivé. Parce que vous avez vu comment les constructions sont faites. C'est ce que le maire était en train de dire. Quand les gens construisent, les citoyens construisent sur le lit d'eau, sur le passage d'eau, ça devient compliqué. On aurait pu éviter le pire si les gens ne l'avaient pas fait. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faudrait que les gens comprennent que ce qui est arrivé, il y a encore un corps qui n'est pas retrouvé. Et les enfants viennent tous de la même famille. Il faudrait que les gens comprennent que c'est le début de la saison des pluies. Si nous étions au mois de juin ou au mois de juillet, qu'est-ce qui allait se passer? Le drame allait dépasser ce qui est déjà arrivé. Donc il faudrait que les gens acceptent. Le maire est là, le génie militaire est là. On va prendre des dispositions tout de suite pour que les machines viennent et que les machines commencent à travailler. Mais ces machines ne vont pas travailler si la population riveraine n'accepte pas que les machines viennent. Parce qu'il y a des concessions qui méritent d'être cassées.
On ne peut pas le faire si ces conditions ne sont pas cassées. Vous avez vu les ordures encore qui sont restées. Donc c'est ce que je demande à cette population riveraine, d'accepter que les machines soient là et que nous travaillons pour le bien de la population, pas pour le bien des individus. Un incendie s'est déclaré vendredi dans l'après-midi au ministère du Budget. D'après les témoignages recueillis sur place, le feu serait venu du bureau du directeur national du budget, Abraham Richard Kamano. Il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts importants sont à déplorer. Thierno Falil Diallo a fait un constat ce samedi sur les lieux. Voici son reportage. Au lendemain de ce sinistre, la rentrée principale de cet édifice est complètement bouclée. C'est aux environs de 15 h vendredi, alors que les locaux étaient presque vides, que l'incendie s'est déclaré au 3e étage. Oui, bon, le ministère, c'est en face de moi, c'est mes voisins, le ministère des Finances. Hier, c'est après la prière de vendredi, j'ai commencé à sentir d'abord l'odeur. Et au fur et à mesure, les gens venaient s'accrouper autour de l'immeuble. Et on a constaté au 3e étage, il y avait le fumier qui sortait là-bas. On me dit non, c'est un court-circuit qui est intervenu dans un bureau au 3e étage. Parce que c'est le bureau du directeur de Bricheb. Et c'est ainsi, ils ont appelé par-ci, les sapeurs-pompiers sont venus, et ils ont fait leur travail. À l'arrivée des unités de secours, le feu avait déjà consumé le contenu du bureau du directeur national du budget. Il a fallu le concours d'une unité privée pour que l'incendie soit maîtrisé. Une société d'intervention qui est venue encore pour éteindre le feu. Ils ont fait un peu. Après, maintenant, là, les pompiers de l'aéroport sont venus. Et c'est ainsi qu'ils ont pu calmer la situation. Le ministre de la Défense était là. À un moment, on me disait qu'il y a un sapeur-pompier qui s'est étouffé là-bas. Il y a d'autres qui disaient qu'il y a son ami qui est blessé, mais je n'ai pas constaté de cas de dégâts. Il y a eu des dégâts matériels dans le bureau. Les enquêtes autour de cet incendie ont été ouvertes et se poursuivent afin de déterminer son origine. Tout accès des locaux est pour l'instant interdit. Lancée le 10 mai dernier, la 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran a pris fin ce vendredi au Palais du Peuple. C'est le président de la République de Guinée qui a présidé la cérémonie de clôture. 225 candidats ont pris part à ce concours venus des 33 préfectures de la Guinée. Seulement 35 ont eu la moyenne. Alpha Bakar 5 Diallo. Les rideaux sont tombés sur le concours national de mémorisation du Saint-Coran 2019. Le champion national a été proclamé par le président du jury. Le champion national pour la mémorisation du Saint-Coran de cette année vient du centre Abdullah ibn Mas'oud de Koya. Il s'agit du jeune Ismaïl Diallo avec 19,59. Ces jeunes ont compéti dans des catégories différentes et dans chaque catégorie, il y a eu un vainqueur. La 6e catégorie, l'interprétation du Saint-Coran dans nos différentes langues nationales. Premier, Mami Oumar Kouyaté Kankan, 17,17. 5e catégorie, c'est-à-dire la mémorisation de 5 chapitres du Saint-Coran. Premier, Mamad Ali Ba, Bokeh, avec 18,50. 4e catégorie, c'est la mémorisation de 10 chapitres du Saint-Coran. Premier, Farah Yombuno Ratoma, 19,50. 3e catégorie, c'est la mémorisation de la moitié du Coran. Premier, Al-Hussein Fassine Bangoura, Matoto, 19,17. Deuxième catégorie, c'est la mémorisation de 20 chapitres. Premier, Al-Hassan Diallo,
Centre Al-Khulafa au Rashidoun 1972. La particularité de cette année reste la participation des non-voyants. La 7e catégorie, c'est la catégorie de nos frères et sœurs malvoyants. Premier de cette catégorie, ils étaient au nombre de 8. La première, c'est Mariama Dalandaba avec 19,17. Le président de la République a félicité les parents des lauréats tout en les appelant au respect des valeurs religieuses et républicaines. Je félicite tous les parents qui orientent leurs enfants vers l'apprentissage du Saint-Coran et les ont soutenus. J'exhorte également tous les parents musulmans guinéens à inculquer en leurs enfants, en plus du respect des valeurs républicaines, ces religieuses qui sont le respect du travail, de la justice, de la solidarité, de l'amour du prochain, le respect de sa personne, de ses biens et de ses droits. Impressionné par la participation des non-voyants, le président a promis d'apporter sa contribution pour soutenir cette catégorie. Rumeur ou pas, en tout cas, la nouvelle fait bruit dans la capitale guinéenne. Le probable communiqué de la CAF sur l'élimination du Sili cadet à la Coupe du Monde et le supposé retrait des médailles créées à ces deux débats en Guinée. Partout, les citoyens spéculent sur le sujet. Suivez quelques-uns rencontrés dans les rues. Imaginez ce que les enfants la ressentent aujourd'hui. Leur rêve, ils se préparaient moralement pour aller en Coupe du Monde. Et c'est quelque chose que tu peux vivre peut-être une seule fois dans ta vie. Tout ce rêve l'a brisé à cause de cadres malhonnêtes. C'est prémédité. Hein? Ça, je le dis et je l'assume, c'est prémédité. Vous ne pouvez pas me dire qu'on ne peut pas envoyer des gens, c'est-à-dire au Japon pour une compétition, venir écraser leur passeport, parce que ça ne peut se faire que comme ça. Les passeports qui ont été là-bas ont été écrasés. Si c'est le même passeport, on aurait vu leur âge. Les écraser, donc c'est prémédité. Je pense que l'État doit sévir. La fédération a faussé, ils ont raté, c'est eux. Comme la dernière fois, ils disaient qu'il y a la récupération, le ministère veut récupérer. Maintenant, voilà leur salade, ils n'ont qu'à manger. Ils ont agenouillé le pays, ils n'ont qu'à manger. Mais vraiment, ce n'est pas surprenant parce que la Guinée, chaque fois, les dirigeants se réveillent à la dernière minute pour faire le travail et ce qu'on doit faire très tôt. Et nous, on se réveille à la dernière minute pour faire le travail. Vraiment, c'est une déception et la Guinée ne mérite pas ça. Vraiment, il faut qu'on prenne une décision contre ceux qui ont fait la sélection pour nous disqualifier à la dernière minute. C'est une désolation totale. Et moi, particulièrement, je ne suis pas content. À mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les autorités du sport, responsables de l'erreur commise ou responsables de la faute commise, prennent leur action et qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour rétablir le droit. C'est-à-dire, il faut faire recours à je ne sais quelle institution de sport internationale et où expliquer à la population guinéenne qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète pour ne pas que la population guinéenne se mette à s'acharner contre la CAF alors qu'on n'a pas raison. Il faut dire que face à cette information, la Fédération guinéenne de football a réagi, qualifiant cette décision de la CAF erronée. Nous y reviendrons. Sur le continent à présent, l'Ouganda et le Kenya se disputent la paternité d'une petite île de 2000 m² sur le lac Victoria. La floraison de la pêche sur cette île est la principale source de discorde entre ces deux États. Suivez ce reportage de Salimatou Diallo. Des débris de tôle recouvrent cette petite île de 2000 m² sur le lac Victoria. Des centaines de pêcheurs d'Afrique de l'Est sont venus s'y installer. Mais ce petit bout de terre est au centre de vives disputes entre le Kenya et l'Ouganda. C'est les Kenyans ici. Ils nous disent de ne pas mettre notre drapeau et de le mettre sur l'autre île. Parce qu'ils disent qu'ici, ça leur appartient. Qu'est-ce qu'on doit faire ?
L'intérêt pour ce lac est apparu dans les années 2000, lorsque les pêches du Nil étaient de plus en plus rares le long des côtes du lac. Les deux pays y ont alors envoyé leurs polices respectives pour faire régner l'ordre. Malgré ces disputes de propriété, la pêche unit les habitants. La raison pour laquelle je suis venu ici il y a longtemps, en 2006, c'est parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Mes amis qui vivaient ici revenaient toujours à la maison avec plein de cadeaux. C'est là que j'ai décidé de travailler ici. Les pêcheurs kenyans et les politiciens locaux appellent le gouvernement à demander à la Cour internationale de justice de trancher le différend car les disputes incessantes entre les deux pays inquiètent les habitants. Ils adorent dire qu'ici c'est le Kenya, mais on ne sait pas à qui appartient cette île. Nous sommes venus ici pour faire de l'argent, c'est pour ça qu'on a quitté notre maison. Si quelqu'un en a assez, il faut quitter l'île et quelqu'un d'autre viendra gagner de l'argent ici. Mais certains frères et sœurs kenyans veulent inciter la violence sur l'île. Le Kenya et l'Ouganda ont créé une commission qui devra déterminer à qui appartient l'île basée sur des plans qui datent avant l'indépendance du Kenya. En attendant, les deux pays ont signé un accord de cogestion de l'île. C'est l'acte 27 de la mobilisation et ce jour devrait être un peu particulier pour de nombreux manifestants. Ce samedi 18 mai marque en effet 6 mois de la naissance du mouvement. Si la mobilisation faiblit depuis plusieurs semaines, certains ne renoncent pas à Paris. Plusieurs rassemblements ont été enregistrés, mais aussi en région, à Saint-Nazaire, Besançon et à Lyon. Et puis en Autriche, l'affaire tombe très mal pour le Parti de la Liberté d'Autriche comme pour son allié conservateur au niveau national, le Parti populaire autrichien du chancelier Sebastian Kurz, mais aussi pour l'ensemble de la droite nationaliste européenne dont les hauts représentants sont actuellement réunis à Milan pour un meeting autour de Matteo Salvini et Marine Le Pen. Pour rappel, le vice-chancelier autrichien Heinz Christian Strache avait été piégé dans une vidéo en 2017 pendant la campagne des législatives. Ce samedi 18 mai à Vienne, il a annoncé sa démission. Aux États-Unis, je suis heureux de vous annoncer que nous venons de trouver un accord avec le Canada et le Mexique et nous vendrons nos produits dans ces pays sans imposer de taxes, a déclaré Donald Trump. Selon le texte de l'accord final, les Américains ont obtenu la garantie que seuls les métaux produits par ses voisins entrent aux États-Unis. Le Mexique ou le Canada ne pourront pas exporter vers les États-Unis de métaux provenant d'un pays tierce. Donald Trump avait fait passer les taxes sur l'acier à 25% et celle sur l'aluminium à 10% pour faire pression. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous.